1885. Le jeune Freud obtient une bourse d'études pour se rendre à Paris, la capitale à l'époque du moins de la neurologie. En arrivant, son enthousiasme est à son comble, il l'écrit d'ailleurs, et pour une fois dans sa carrière, sans chichi. Pendant bien des années, je ne rêvais que de Paris. Et le bonheur extrême que je ressentis en posant pour la première fois le pied sur ces pavés me sembla garantir la réalisation de mes autres désirs. Et au bout de quelques jours, l'entrain laisse place au dégoût. Les rues sont sales, les commerçants, je cite, vous trompent avec effronterie, je cite encore, tout le monde est poli, mais hostile. Il va même jusqu'à déclarer, ici je me sens isolé, comme dans une île déserte, au milieu de l'océan, et j'aspire au moment où le bateau viendra assurer de nouveau mes communications avec le reste du monde. La solitude de Freud n'avait rien d'exceptionnel, c'était même un sentiment très répandu, et pourtant paradoxal dans une ville aussi vivante. Si Paris a été, au XIXe siècle, l'objet de toutes les fascinations, elle a aussi été le motif de grandes déceptions. Et il suffit pour s'en convaincre de consulter la correspondance des touristes. Pourquoi ? Comme tout ce qui suscite des attentes démesurées, Paris n'était pas à la hauteur des ambitions placées en elle. La majesté des monuments et l'élégance de certains quartiers côtoyaient parfois sans transition le Moyen-Âge. Les zones crasseuses et exiguës où s'entassait une population miséreuse. Une ville, c'est une architecture, mais c'est aussi et surtout des habitants, une atmosphère, un art de vivre. Et de ce point de vue, Paris passait pour être le lieu de la fête et du raffinement. Or, les touristes étaient atteints par une épidémie de solitude, d'égarement, d'ennui. C'est qu'ils découvraient en arrivant ce qu'en fait nous savons tous. Les Parisiens ne sont pas sympas, pas même d'ailleurs entre eux. L'historien Ben Wilson, qui a consacré un excellent livre au sujet, écrit « La vraie gloire de Paris ne résidait pas dans son apparence, mais dans l'usage que ses habitants en avaient. Les cafés, les théâtres, les jardins, les bals étaient les plus courus du monde, mais pour en profiter, il fallait, comme on dit, en être. » Sacha Guitry, qui n'était pas le dernier des Parisiens, résume l'affaire dans son seul roman, Le roman d'un tricheur. Être parisien, ce n'est ni une fonction, ni un état, ni un métier. Et cependant, c'est tout cela. Pour en être, il ne s'agit pas d'être né à Paris, ni même en France. Il faut être adopté par tous sans que personne en ait parlé. Il y a dans ces élections quelque chose d'assez mystérieux, une sorte d'entente secrète. On est naturalisé parisien tout d'un coup, un beau soir. Plus déroutant encore, pour quelqu'un qui venait d'Amérique ou d'Angleterre, personne ne vit chez soi, ou plutôt, tout le monde passe chez soi, mais toujours pour se préparer à sortir. Rien n'a vraiment changé. Un casanier suscite la curiosité d'abord, la réprobation ensuite. Tu sais, pour être chez soi, autant vivre en province. Au XXe siècle, le malaise et la solitude sont intacts. On serait surpris d'apprendre que des Japonais résidant à Paris, je veux dire de nos jours, sont exfiltrés chaque année, victimes de ce qu'ils appellent le syndrome de Paris. L'ambassade nippone a d'ailleurs ouvert une ligne téléphonique pour aider ses ressortissants, touchés par la solitude, une sorte de SOS détresse amitié pour conjurer la violence de la ville et son aspect le plus impitoyable. La popularité des Jeux Olympiques tient en partie à cette alchimie négative. Les Parisiens ne voient pas l'intérêt d'une pièce de théâtre dans laquelle ils n'ont pas été impliqués. Paris n'est pas une ville statique, où il suffit d'allumer la lumière pour que le spectacle commence. Elle respire en un seul et même corps, et se retrouve comme cliniquement morte lorsqu'elle n'est pas en représentation. Les touristes auront le droit à des monuments, des musées, des places, des avenues, qui n'auront rien à leur dire et dont ils garderont par conséquent un mauvais souvenir.